Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la téléconférence FCRSS sur appel. Cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin de l'aide du téléphoniste, appuyez sur étoile 0. Si vous participez sur le web et que vous avez besoin d'aide, sélectionnez une des options d'assistance au bas de votre écran. Je donne la parole à M. Stephen Sammis, vice-président programme FCRSS. M. Stephen Sammis. Bonjour et bienvenue à FCRSS sur appel, série interactive de la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé qui réunit des responsables d'élaboration des politiques, des dirigeants du secteur de santé, des chercheurs, le public et vous-même pour dialoguer sur les moyens d'améliorer les services de santé pour les Canadiens. Nous offrons des options de connectivité nouvelles et améliorées pour l'ensemble de notre public, y compris un système audio et vidéo intégré permettant aux participants d'écouter grâce aux haut-parleurs de leur ordinateur ainsi que l'interprétation simultanée pour notre public francophone. Bienvenue à cette web émission sur la viabilité financière des services de santé au Canada aperçu des enjeux. Nous avons invité aujourd'hui M. Don Drummond, président de la Commission de réforme des services publics de l'Ontario, et M. Livio Di Matteo, professeur d'économie à l'Université Lakehead. La FCRSS a commandé en 2011 un article du professeur Di Matteo sur les réactions en matière de politique à l'écart budgétaire en services de santé. Et la présentation du professeur Di Matteo et la présentation de M. Drummond sont disponibles toutes deux sur le site web FCRSS en appel. Aujourd'hui, nous allons entendre de brèves présentations de nos conférenciers avant d'ouvrir la période de questions. Les instructions pour poser des questions vous seront données une fois les deux présentations achevées. Je suis à présent très heureux de donner la parole au professeur Livio Di Matteo. Professeur Livio Di Matteo. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Stephen Sammis. J'aimerais essentiellement vous proposer un survol du rapport que j'ai réalisé pour la FCRSS et en général commenter la viabilité financière des services de santé au Canada. La viabilité financière représente un problème considérable et persistant depuis plusieurs années. Considérez les chiffres les plus récents de l'ICIS, les dépenses publiques en santé en 2011 devraient atteindre 141 milliards de dollars, soit une augmentation de 3%. En fait, c'est une légère baisse par rapport à l'augmentation de 6% en 2010. Si vous tenez compte de l'inflation en convertissant tous les chiffres en dollars de 1977, divisé par la population, on peut calculer les dépenses réelles de santé par habitant. Vous voyez donc la tendance de dépenses publiques réelles en santé par habitant depuis 1975 jusqu'à ce jour. Quant au taux de croissance, les dépenses publiques réelles en santé par habitant au Canada ont augmenté en moyenne de 2,3% par année, soit un taux supérieur à la croissance réelle du PIB par habitant, à celle des recettes de l'État également. Il s'agit essentiellement du cœur même du problème de la viabilité. Les dépenses augmentent plus rapidement que les ressources. Vous remarquerez également sur le graphique que la croissance des dépenses par habitant se décompose en trois phases. Il y a une phase d'augmentation régulière jusqu'en 1990, une phase de diminution de 90 à 96 et depuis lors, une reprise de la croissance, en fait une croissance plus rapide que cela n'avait été le cas entre 1975 et 2010. Je pense que le plus important dans ce débat consiste à adopter une définition commune de la viabilité. C'est plus facile à dire qu'à faire, car la viabilité du système de santé veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. De mon point de vue, en tant qu'économiste, il s'agit d'une notion budgétaire. Mais la viabilité comporte également un élément de qualité, un élément d'accès équitable. La viabilité d'un système de santé signifie aussi son accessibilité financière. Il faut que cette capacité intervienne sans
réduire indûment les dépenses publiques dans d'autres secteurs, la capacité de payer pour un accès équitable à des services de qualité, ce sont là des éléments clés de la viabilité. Mais en tant qu'économiste, en définitive, la viabilité financière, c'est la mesure dans laquelle la croissance des dépenses correspond à la croissance des ressources. En définitive, les dépenses de santé ne peuvent pas croître indéfiniment plus vite que les ressources. C'est-à-dire que être financièrement viable signifie avoir l'argent pour ce que vous voulez faire à présent, bien sûr, mais aussi, naturellement, à l'avenir. Il faut que le système soit durable aujourd'hui et pour l'avenir. Bon, comment mesurer la viabilité? Je vous propose une diapositive comportant quelques mesures élémentaires de calcul de la viabilité. On peut utiliser des indicateurs macroéconomiques M1 et M2 et qui représentent essentiellement la part des dépenses du gouvernement accaparées par la santé et le rapport des dépenses publiques par rapport au PIB. Ce sont des indicateurs généraux qui augmentent au fil du temps. Mais ce ne sont pas les meilleurs indicateurs de la viabilité parce qu'il faut vraiment tenir compte des ressources. Et ils peuvent également refléter les choix et les préférences d'une société, ainsi que la conjoncture économique. R1, R2 et R3 sont des indicateurs d'accessibilité financière. Vous pouvez comparer la croissance des dépenses réelles en santé par habitant, que j'appelle H, aux mesures de croissance des ressources disponibles. Alors, la croissance du PIB provincial réel par habitant, c'est R1, ou la croissance des recettes réelles totales du gouvernement provincial par habitant, c'est R2, ou la croissance des transferts pécuniaires fédéraux réels par habitant, R3. Ce sont trois mesures des ressources. On pourrait également comparer la croissance des dépenses de services de santé à la croissance des dépenses publiques. Donc, trois mesures potentielles. La croissance des dépenses réelles totales par habitant du gouvernement provincial, la croissance des dépenses réelles du programme par habitant du gouvernement provincial, et G3, la croissance des dépenses réelles de programme par habitant du gouvernement provincial moins les dépenses de santé. Essentiellement, si H est supérieur à R, il existe un problème de viabilité. Si H est supérieur à R et à G, il y a un véritable problème de viabilité. Si vos dépenses de santé augmentent plus rapidement que vos ressources et plus rapidement que les dépenses des autres secteurs de dépenses publiques, quelque chose ne va pas. Pour les chiffres historiques de 2005 à 2008, de 1975 et 2008, j'ai choisi cette période pour éviter les fluctuations de la grande récession qui a commencé en 2009, mais ces chiffres sont assez clairs. La part des dépenses de santé dans l'ensemble des dépenses de l'État a augmenté par rapport au PIB, et si vous considérez le taux de croissance annuel pour la période de 1976 à 2008, les dépenses de santé réelles par habitant ont augmenté de 2,3% par an. Si vous regardez les trois mesures des ressources ou les trois mesures des autres dépenses du gouvernement, les dépenses de santé augmentent plus rapidement que tous ces autres indicateurs, ce qui indique un problème de santé. Un problème de viabilité. Si vous ventilez ces dépenses par période, la seule période pendant laquelle on pourrait soutenir que le système était viable, c'est la période pendant 1990 à 1996. D'après ces mesures, les dépenses de santé par habitant ont diminué pendant cette période en raison des mesures de réduction du déficit et leur croissance a été plus lente que celle des autres indicateurs. Mais depuis 1996, les dépenses de santé ont repris leur trajectoire ascendante à un rythme plus rapide, beaucoup plus rapide, 3,1%, c'est-à-dire plus rapidement que les autres indicateurs relatifs aux ressources. Cette étude comportait également des scénarios relatifs aux ressources futures. 5 scénarios en tout qui sont exposés en détail dans le rapport. 3 élaborés selon une méthode de régression. On estime des coefficients et on propose des hypothèses quant au comportement des variables. Les 2 derniers scénarios sont fondés sur une mesure simple de la croissance par extrapolation. L'un des scénarios suppose que tout continue plus ou moins comme ça a été le cas entre 1975 et 2008. L'autre scénario prévoit une croissance économique faible et le troisième, un vieillissement rapide de la population, une croissance faible. Et le scénario 4 et 5 comporte des hypothèses semblables. Alors voici les prévisions pour l'ensemble du Canada. Il s'agit des dépenses publiques réelles en santé par habitant en dollars de 2010 du Canada. Alors, à commencer par 2008, environ un peu plus de 3 800 $ par habitant.
Si vous considérez les 5 scénarios, en vertu de chacun de ces scénarios, les dépenses vont au moins doubler, voire plus que doubler selon que vous adoptez le scénario 1 ou le scénario 5 ou l'un des autres. Le scénario le plus bas est le scénario 3, $6 552. Le scénario 5 est le plus élevé, $8 798. La diapositive suivante est basée sur les mêmes hypothèses. Évalue le pourcentage des dépenses publiques en santé par rapport au PIB. On commence en 1975, en 2010, et puis les 5 scénarios, la situation en 2035. Donc le minimum dans cette diapositive se monte à environ 9,5% de dépenses publiques en santé par rapport au PIB, jusqu'à un pic de 13,4%. Le scénario 5 est le scénario le plus extrême. Il suppose que les dépenses vont continuer d'augmenter, et il s'agit d'une prévision par extrapolation au rythme de la période de 1975 à 2008, mais avec une croissance économique plus faible. Enfin, le taux de croissance annuel composé des dépenses publiques réelles de santé par habitant et des recettes publiques par habitant sont présentés dans cette diapositive. Et encore une fois, même en vertu du scénario qui prévoit une croissance plus faible des dépenses de santé, selon la définition de la viabilité financière utilisée dans le rapport, le système de santé reste foncièrement non viable puisque les dépenses de santé augmentent plus rapidement que les dépenses de l'État dans tous les scénarios. C'est simplement l'amplitude de l'écart, l'ampleur de l'écart qui varie. Le scénario 5 est le plus extrême au niveau des écarts budgétaires. Ce scénario 5 suppose que la croissance commencera, mais sans croissance économique. La croissance des dépenses commencera, mais sans croissance économique. En vertu de ce scénario, les dépenses publiques en santé au Canada s'élèveraient à $8 798 par habitant en 2035 et le rapport des dépenses publiques en santé au PIB atteindrait 13,4%. Il s'agit d'une augmentation des dépenses publiques actuelles d'environ $2 797 par habitant, ce qui exigerait sans doute une augmentation de 15% du revenu par habitant. Alors, pour conclure, quelle grande piste de solution peut-on envisager pour le problème de durabilité, de viabilité des systèmes de santé? Alors, j'ai proposé trois grandes catégories. On peut réduire le taux de croissance des dépenses, on peut augmenter le taux de croissance des recettes, ou bien on peut adopter une combinaison des deux. Quant à la réduction du taux de croissance des dépenses, dans un sens, il s'agit de choisir l'instrument. Est-ce que l'on procède à l'épée ou au scalpel? À l'épée, il s'agit de procéder à des coupes claires. Dans l'ensemble du système, les établissements et les prestateurs de services devant absorber ces coupes de leur mieux. Au scalpel, on pourrait procéder à des réformes du financement. Théoriquement, ce serait l'approche préférable. Le nec plus ultra des réformes en santé seraient des réformes qui réduisent la courbe des dépenses grâce à un changement transformatif. Quant à augmenter le taux de croissance des recettes, cela pourrait mettre en jeu une augmentation des impôts ou une réduction des autres dépenses publiques afin de libérer les ressources indispensables pour la santé. La question qui se pose, c'est encore une fois combien les gens sont-ils disposés à payer. Les revenus par habitant augmentent depuis 10 à 15 ans, même avec les réductions d'impôts. Est-ce qu'il s'agit de relever les taux d'imposition? Est-ce que le public l'accepterait? Quant à la réduction des autres dépenses, quelles autres dépenses réduiriez-vous? Quels arbitrages les élus sont-ils disposés, les responsables politiques sont-ils disposés à faire? Toute la question de la viabilité sera complexe. Il n'y aura pas de réponse facile, de solution facile. Pour réussir, il faudra faire preuve de persévérance et en définitive, il faudra prendre des décisions fondées sur des éléments probants et surtout prendre des décisions politiques pour parvenir à une solution du problème de viabilité. J'attends avec intérêt l'exposé de Don Drummond et la période de questions et je vous remercie de votre attention. Monsieur Don Drummond. Bonjour, ici Don Drummond. Alors, voici votre deuxième dose d'économique. Enfin, vous le saviez avant de composer le numéro.
la question de la viabilité me paraît un peu ambiguë. À mon avis, il faut tenir compte de l'aspect politique. Avant, on parlait de l'économie politique. Bon, dans tous les sondages au Canada, les gens accordent la priorité à la santé. Et bon, les gens se rendent compte que quand ils sont malades, c'est la santé qui compte avant tout. Donc, il est normal que ce qui compte le plus pour les gens accapare une part croissante du budget. Supposons que le taux de croissance réel futur du Canada était de 2%, une inflation de 2%, ça donne une augmentation de 4% des revenus nominaux. En changement des taux d'imposition, cela vous donne une augmentation des recettes de 4% par an. Dans un modèle de viabilité pure, il faudrait que le coût des services de santé augmente à 4%. Mais si les services de santé accaparent 50% des revenus provinciaux, ils pourraient augmenter à raison de 6% si le reste n'augmentait qu'à 2%. Bon, ça pourrait refléter les préférences du public. Il y aurait des occasions, il y a une croissance faible dans certaines provinces, une baisse de la population d'âge scolaire. On pourrait réduire un peu les dépenses d'éducation. Donc, il est difficile de définir plus clairement ce qui est durable et ce qui ne l'est pas. Mais pour moi, la question qui est plus intéressante, c'est de savoir pourquoi assurer la viabilité du système actuel, puisqu'il n'est vraiment pas si extraordinaire que ça. Et ça, c'est le premier obstacle. Les Canadiens ne connaissent pas notre système. Tout d'abord, ils ne le trouvent pas très coûteux. Pourquoi ne le trouvent-ils pas très coûteux? C'est parce qu'il n'est pas aussi coûteux que le système américain et que nous sommes habitués notre plus tendre âge à nous comparer aux États-Unis. Nous dépensons un pourcentage beaucoup moins élevé que les États-Unis. Mais nous nous retrouvons dans un groupe très, très restreint de pays qui se situe au deuxième échelon parmi des systèmes plus coûteux. Selon les indices pondérés les plus utiles, nous nous trouvons du côté plutôt à l'extrémité coûteuse de la gamme pour les dépenses et vers le milieu de la gamme pour les résultats. Il y a certains secteurs où nous obtenons de très mauvais résultats. Par exemple, nous avons le taux le plus élevé d'hospitalisation des adultes diabétiques. Nous avons des temps d'attente beaucoup plus longs pour les omnipraticiens que presque tous les pays développés. Et nous sommes absolument hors de la gamme pour les temps d'attente des spécialistes. Donc, une question qui est plus intéressante, c'est de savoir si nous dépensons l'argent à bon escient. Si nous prenons au moins 12% de notre PIB, est-ce que nous devrions accepter ces résultats ou est-ce que nous devrions accepter naïvement que la croissance se poursuivra à 5 à 6%. Est-ce que nous en avons pour notre argent? Historiquement, à mon avis, nous n'en avons pas eu tant que cela pour notre argent et nous ne devrions pas continuer sur la même voie. Ce qui est intéressant, c'est que le public pense qu'il s'agit d'un système public. Dans un sondage de CBC en 2010, nous avons voté à la quasi-unanimité pour déclarer que ce qui nous définit comme nation, c'est notre système public. Pourquoi pensons-nous qu'il s'agit d'un système public? Parce que 70% des soins de santé sont dispensés dans le domaine public au Canada, seulement 46,5% aux États-Unis par conséquent. Eux sont privés, nous sommes publics. Encore une fois, si nous mettons de côté le secteur des États-Unis, nous avons l'un des taux de couverture les moins élevés de santé publique dans le monde développé. La plupart des autres pays en sont à près de 80% ou plus de 80%. Nous avons une structure bizarre. Tous les soins primaires sont dans le secteur public. Moins de la moitié des produits pharmaceutiques sont dans le secteur public et 10% du reste, y compris la santé mentale, se situe dans le domaine public. Or, la santé mentale est le secteur à la plus forte de croissance. Dans la plupart des secteurs, même s'il n'y a pas de secteur public, il y a un système quasi public d'assurance. Dans le sondage de l'AMC en 2011, on a constaté que 40% des Canadiens n'avaient pas fait exécuter une ordonnance depuis 12 mois en raison de problèmes financiers. Les Canadiens ne reconnaîtraient pas ce système. Donc, il faut que notre système devienne plus efficace et plus efficient, quels que soient les taux de croissance. Oui, nous pouvons faire mieux et nous pouvons simultanément mieux réussir au niveau financier et améliorer la qualité des résultats. Nous ne devrions pas avoir les temps d'attente les plus longs parmi tous les pays. Nous ne devrions pas avoir le taux le plus élevé d'hospitalisation des adultes diabétiques. Et ce n'est pas par coïncidence, nous avons le taux le plus faible d'adultes diabétiques qui subissent les 3 tests annuels standards. Quelques observations simples. Quand je tourne la clé dans le contact, dans ma voiture me dit automatiquement combien de kilomètres me séparent encore de mon changement d'huile.
Les diabétiques ne reçoivent aucun avis, personne ne vérifie, il n'y a pas de suivi de leur test. Alors on se demande pourquoi on ne traiterait pas la vie des gens avec autant de soucis que les voitures. En Colombie-Britannique, il y a la voiture intelligente. Si j'étais jamais heurté par une voiture en Ontario et qu'un infirmier me demandait comment ce que je voulais, je dirais prenez ma carte de crédit, pas ma carte du régime d'assurance maladie. La carte du régime d'assurance maladie ne comporte aucune information. Toute l'information sur ma vie est dans une puce sur ma carte de crédit. Il y a un nombre énorme d'ordonnances dispensées aux Canadiens. Pourquoi? Parce qu'elles sont dispensées par beaucoup de médecins ces médicaments sont souvent prescrits pour compenser les effets secondaires d'autres médicaments. Beaucoup de pharmacies ne font aucun suivi. Nous avons constaté en Ontario que 1% de la population ontarienne, seulement 13 000 personnes, représente près de la moitié des dépenses hospitalières et 34% des dépenses de santé. Donc, avec un tel, rien n'est uniforme dans la vie, mais l'absence de coordination dans les soins dispensés à ces personnes entraîne une détérioration de leur qualité de vie. Un patient qui est atteint d'insuffisance cardiaque, qui reçoit son congé de l'hôpital, personne ne le sait dans la communauté, et aucune infirmière ne le visite dans les 48 heures. Il a un petit problème, il revient à l'hôpital. Dans n'importe quelle province du pays, il y a 10 ou 15% des lits d'hôpitaux occupés par des gens qui ne devraient pas être hospitalisés. Beaucoup d'entre eux n'auraient jamais dû être hospitalisés pour commencer, puisque nous avons toujours un système axé sur l'hôpital. Pourquoi faire venir les gens malades dans un environnement où il y a beaucoup d'autres gens malades et où ils sont exposés à des sources d'infection? On leur donne le plus bas taux de satisfaction, et même en remontant encore plus en amont, la description basique de notre système est un système axé sur les soins aigus. C'est ce que les médecins avaient conçu dans les années 50 et 60 quand le système avait été créé. Nous sommes à présent dans un modèle de soins chroniques et nous évoluons très très lentement. Nous sommes à la marge d'un modèle de soins chroniques et nous tâchons d'adapter un système bâti sur les soins aigus. Les choses doivent changer, je pense qu'elles vont changer, je le regrette au niveau économique et budgétaire. Elles vont changer parce que les contraintes budgétaires ne disparaîtront pas, et ce sera la grande différence entre l'avenir auquel nous faisons face actuellement et les années 90. Dans les années 90, tous les gouvernements au Canada ont appliqué des mesures de réduction budgétaire aux services de santé. Certains ont instauré des réformes, mais ces réformes ont essentiellement été abandonnées, dans certains cas, après 2 à 4 ans, parce que la croissance économique se poursuivait, la croissance des revenus se poursuivait. Ils ont rétabli l'équilibre budgétaire, ils ont eu les moyens d'abandonner les réformes, ils n'ont pas été obligés de maintenir la discipline budgétaire. Je ne crois pas que ce sera le cas dans l'avenir. Rappelez-vous, tous les pays du monde mettent en œuvre des mesures d'austérité. Nous n'avons pas $1.62 comme les années 90. Nous n'allons pas bénéficier d'une forte croissance de l'économie américaine. Nos perspectives de croissance au Canada sont plus modestes, nos perspectives de croissance des recettes sont plus modestes. C'est pourquoi il y aura, même s'il y aura un certain sursis, quant aux mesures d'austérité, le sursis prendra longtemps à se faire sentir et sera plus modeste. Alors, je crois que nous commençons à assister à l'instauration d'une approche holistique de la santé. Il ne s'agira pas simplement de réduire les dépenses, car la leçon que nous aurions dû tirer des années 90, c'est que si l'on agit, cela crée la perception d'une détérioration de la qualité. Le public ne le permettra pas. Donc, il faut simultanément améliorer le système de santé tout en parvenant en réduisant le taux de croissance des dépenses. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Stephen Sammis. Merci beaucoup, professeur Di Matteo, monsieur Drummond. Nous espérons nous allons à présent ouvrir la période de questions. Il y a, alors pour poser votre question, nous vous invitons à utiliser la boîte de questions qui se trouve au coin inférieur gauche de votre écran. Alors, en attendant les premières questions, j'en ai une à poser à Livio Di Matteo. S'agissant aux prévisions jusqu'à l'année 2035 pour les provinces et territoires, il y a des régions, des provinces et territoires qui semblent donner des signes avant-coureurs d'une amélioration ou
de difficultés en matière de viabilité? Et est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques qui peuvent expliquer ces différences? Professeur Livio Di Matteo. Il y a des différences régionales. Il y a d'importantes différences en matière de dépenses d'une province à l'autre. Si vous considérez les dépenses de l'État par habitant, les provinces les plus dépensières sont Terre-Neuve, la Saskatchewan et l'Alberta. Les moins dépensières par habitant sont l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec. Dans l'avenir, les provinces de l'Est vont constater une croissance économique plus faible, un vieillissement plus rapide de la population et vont donc subir des pressions budgétaires plus sévères d'ici 10 à 15 ans, plutôt que l'Alberta ou la Saskatchewan qui ont des populations relativement plus jeunes et des économies à la croissance relativement plus rapide. Donc, la durabilité macroéconomique est reliée à la situation économique et à la situation démographique. Monsieur Stephen Samis, merci beaucoup, professeur Di Matteo. Don Drummond, dans quel domaine des dépenses, produits pharmaceutiques, versements aux médecins, etc., les coupes les plus importantes seront-elles vraisemblablement pratiquées afin de juguler la croissance des dépenses de santé? Monsieur Don Drummond. Les deux domaines les plus évidents seraient les produits pharmaceutiques, mais il faudra des coupures dans tous les secteurs. Nous n'avons pas constaté une flambée de nouveaux médicaments. Il n'y en a pas beaucoup qui semblent en attente de commercialisation, mais cela pourrait reprendre d'ici 5 à 10 ans. La santé mentale, c'est sans doute l'aspect le plus grave parce que nous ne savons absolument pas comment gérer le problème. Il y a eu plusieurs commissions, plusieurs suggestions. Typiquement, on attend que le problème soit exacerbé et bien sûr, beaucoup de gens atteints de problèmes de santé mentale au Canada se retrouvent face à la justice et ne reçoivent aucun traitement et ces coûts vont certainement augmenter considérablement. Mais même les budgets hospitaliers n'ont pas beaucoup augmenté, n'ont pas augmenté beaucoup plus rapidement depuis quelques années. Il faudra qu'ils soient comprimés encore beaucoup plus. Les versements aux médecins, dont bien beaucoup de provinces ont augmenté très rapidement. L'entente qui vient d'être conclue en Colombie-Britannique, 0,5%. Le gouvernement de l'Ontario prévoit une croissance nulle. Et il y aura donc sans doute une période de croissance plus ou moins nulle. Mais quand vous dépensez 192 milliards de dollars, ce qu'a fait le Canada en matière de santé en 2011, pour infléchir vers le bas la courbe de croissance, il faut que des coupures soient pratiquées partout. Et de façon peut-être moins classique, il y a une chose que nous n'avons pas invoquée. C'est intéressant quand un pays fait preuve d'originalité. On suppose au Canada que le vieillissement de la population exige que nous ouvrions des centaines d'installations de soins de longue durée. Dans le rapport de David Walker en Ontario l'été dernier, il a calculé que pour répondre aux besoins actuels et aux nouveaux besoins de la population de personnes âgées d'ici 10 ans, il faudrait créer 220 000 lits de soins de longue durée. Bon, tout le monde est d'accord que le pays qui réussit le mieux à s'occuper des personnes âgées est le Danemark. Et le Danemark n'a pas ouvert un seul lit de soins de longue durée depuis 1987. Et, ils ont adopté une loi en 1990 interdisant l'ouverture de ce genre de lit. Cela les a obligés à créer une passerelle entre les soins communautaires et les soins de santé et les soins à domicile. Alors, ça réduit le coût parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins coûteux que de s'occuper des gens chez eux qu'en établissement, et ça augmente la satisfaction parce que tout le monde préférerait rester chez soi s'il le préfère. Si vous avez des ennuis pour sortir de votre baignoire au Danemark, quelqu'un va venir presque tout de suite installer une barre, on va installer une rampe devant chez vous, on va venir tondre votre pelouse, vous envoyer des repas et ça réduit les coûts et augmente la satisfaction. Monsieur Stephen Samis, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions électroniquement et par téléphone, en anglais seulement, et électroniquement, en anglais et en français, en utilisant la boîte de questions en bas de l'écran. Donc, encore une fois, vous pouvez poser votre question en utilisant la boîte de questions au bas de votre écran. Et nous vous prions de bien vouloir indiquer à qui vous souhaitez poser la question. Une autre question à l'adresse de Don Drummond. Vous nous avez parlé de toutes les méthodes que nous pouvons choisir pour parvenir à une amélioration à la fois de l'efficacité et de la qualité des soins de santé. Nous savons quelles sont bon nombre de ces mesures, vous en avez énuméré plusieurs,
Pourquoi est-ce que cela est si difficile? Y compris, par exemple, la mise en place de nouvelles technologies, de nouveaux processus de gestion des maladies. Il y a des choses que nous savons depuis longtemps, par exemple, comment réformer la santé, les soins de santé primaires, comme d'autres pays. Pourquoi est-ce que cela prend si longtemps, Monsieur Dornerman? On en revient à ce que je disais au début. Aucun sondage au Canada n'a jamais donné une autre réponse que celle-ci. La santé est au premier rang des préoccupations des Canadiens, ce qui rend les responsables politiques extrêmement hésitants et c'est reflété par les bureaucraties. Je ne sais plus quel leader politique disait: je n'ai jamais rien dit sur la santé qui ne m'ait coûté des voix électorales. Alors donc, il s'agit de jouer un rôle de conditionnement d'information du public. Prenez par exemple mon observation que les Canadiens pensent que nous avons le meilleur système de santé au monde, alors que c'est loin d'être le cas. Les Canadiens pensent que nous avons un système bon marché, alors que ce n'est pas le cas. Personne ne s'est aventuré à leur dire le contraire. Les gouvernements ne leur diront pas. Et je crois qu'il faut répondre à une ou deux conditions avant que nos réformes n'aboutissent. Il faut que les parties prenantes mettent en place leurs propres propositions, suscitant un consensus entre elles, c'est possible. Et il faut quitter le rôle traditionnel, il faut le communiquer au public. Et lorsque ce sera fait, vous verrez que les politiciens vont s'aventurer à suivre. Combien souvent lisons-nous un éditorial regrettant qu'on ne peut pas avoir un débat entre adultes sur la santé au Canada, mais ces éditoriaux sont généralement basés sur l'hypothèse plutôt enfantine que ce doit être les gouvernements qui prennent l'initiative des débats entre adultes. Il faut ouvrir le débat et le gouvernement boitera le pas. Au niveau technique, technologique, il faut, je pense, avoir appris la leçon. On ne prend pas des mesures de techniques gigantesques à la portée gigantesque, comme les mesures prises pour la santé électronique au début, les dossiers électroniques. Mais en revanche, les provinces ont adopté une démarche morcelée qui n'aboutira peut-être pas à un réseau compatible. Alors donc, c'est comme un système pointilliste. Il faut petit à petit constituer l'ensemble de la situation. Mais le phénomène s'accélérera si la discipline budgétaire continue de se faire sentir, car c'est presque toujours le catalyseur des réformes budgétaires fondamentales. En général, si les revenus, si les recettes de l'État nous permettent de le dépenser, nous avons tendance à ne pas nous imposer de discipline. Monsieur Stephen Samis. Une question, je crois qu'elle s'adresse à Don Norman, mais aussi au professeur Di Matteo. La question. L'inforoute de santé du Canada a été mise au point pour répondre à certains besoins en matière de communication des données sur des patients. Toutefois, le retrait du gouvernement fédéral a entraîné la mise en place d'une approche fragmentaire des provinces qui n'ont pas pu créer un système semblable à celui de la Colombie-Britannique. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fédéral devrait exercer un rôle de leadership afin que tous les Canadiens puissent bénéficier d'un niveau commun de services de santé? Il y a un ou deux éléments. Toute la question des dossiers de santé électronique, des tentatives de l'inforoute, de démarrer cela, ainsi que le rôle fédéral dans la santé. Don Drummond, pour commencer. Monsieur Don Drummond. Écoutez, entrons dans le cœur du fédéralisme fédéral. Oui, bien sûr, ils doivent intervenir. Ils doivent intervenir dans d'autres choses en ce moment. Au Canada, 6 provinces qui ont créé des conseils de qualité de la santé, 6 noms différents. Pourquoi en avons-nous besoin de 6? Pourquoi nous en faut-il 6, qui est la même chose? Dans une structure fédérale plus intelligente, nous en aurions sans doute un seul. Mais ce n'est pas le cas. Le gouvernement fédéral ne va pas jouer un rôle plus important, pas le gouvernement actuel. Alors donc, renonçons-y, c'est ainsi. Nous sommes dans une conjoncture délicate en matière de fédéralisme et de structure constitutionnelle. Historiquement, tout ce qui est pan-canadien est fédéral. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral ne veut plus jouer ce rôle. Est-ce que cela signifie qu'il ne peut rien avoir de pan-canadien? Je ne pense pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les provinces ne se concertent pas pour faire davantage de choses elles-mêmes. Elles se sont même dotées d'un mécanisme politique. Elles ont agi ensemble dans le sang contaminé. Il y a 18 mois, elles ont annoncé qu'elles allaient créer un organisme pan-canadien pour établir un prix pour les produits pharmaceutiques. Malheureusement, elles n'ont pas fait grand-chose
depuis lors. Mais pourquoi ne se concerte-t-elle pas davantage? Les soins de santé, ce n'est pas spécifique. Dans les provinces, par exemple, je racontais que les provinces ne mettent pas en commun l'information sur le marché du travail. Le Conseil des ministres de l'Éducation est plus actif, mais ne fait pas énormément de choses. Il s'agirait de coordonner l'inforoute. Une lettre très intéressante a été envoyée par le Premier ministre McGuinty récemment aux provinces, leur demandant, les invitant, les exhortant presque à jouer un rôle plus actif. Il y a également le groupe de travail animé par le Premier ministre Guise et le Premier ministre Bradwell qui étudie certains des aspects de l'efficacité. Il n'est que temps de nous lancer dans cette étude où il y aurait beaucoup à faire. Oui, on peut critiquer le gouvernement fédéral, peut-être leur inspirer un sentiment de culpabilité, mais peu importe, les provinces peuvent agir. Monsieur Stephen Samis, professeur DiMatteo, vous avez un commentaire? Monsieur Livio DiMatteo, oui, mais je suis d'accord avec Don Drummond, mais la santé est une compétence provinciale et en définitive, une inforoute commune dans l'ensemble des provinces exigera énormément de coordination. Il n'y a pas vraiment de système de santé au Canada. Il y a 10 provinces, 10 systèmes provinciaux et des services, des systèmes territoriaux. Donc il faut un degré considérable de coopération entre les provinces. Et coopération jusqu'ici difficile à réaliser. C'est facile à dire que les provinces doivent conjuguer leurs efforts, mais il n'y a pas de mécanisme structuré. C'est là où le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle en créant le cadre dans lequel elles peuvent mieux travailler. Monsieur Stephen Samis. Alors, Don Drummond, vu l'absence d'un mécanisme structuré pour réunir les provinces, mais la nécessité impérieuse pour les provinces de collaborer et de trouver des efficacités, il y a bien des façons de le faire. Comment contourner le problème? Monsieur Don Drummond, c'est dans leur propre intérêt. Si j'étais un ministre de la Santé et que dans une province et que j'envisagerais de faire quelque chose qui fâcherait mes électeurs, j'aimerais bien que la même chose se fasse dans d'autres provinces. Et il y a des précédents. C'est fascinant de suivre la mise en place de l'attaque, si vous voulez, de l'Ontario contre les prix des médicaments génériques en 2010. Maintenant, ça se fait partout au pays. Ça, c'est le genre de mesure qu'il faut prendre. Alors, du point de vue de l'Ontario, si quelqu'un en Alberta, à Terre-Neuve, fait quelque chose qui représente une bonne idée, on peut le copier. Pourquoi les provinces ne le font-elles pas simultanément? C'est dans leur intérêt. Oui, l'Alberta se considère comme étant une position unique en son genre. Peut-être la Saskatchewan le fait-elle, mais j'hésiterais même sur ce point. Les prix du pétrole étaient largement supérieurs à $100 il y a un mois. Elles sont à $82. La plupart des gens pensaient que le gaz naturel allait augmenter $10 au milliard de pieds cubes. Maintenant, ils en sont à $2. Donc, la nécessité de trouver des gains est commune à toutes les provinces. Même en Ontario, 95% des besoins de santé d'un individu sont prises en charge dans l'un des réseaux d'information de santé. N'exagérons pas les besoins. La plupart des provinces peuvent répondre à leurs propres besoins, mais lorsqu'il y a un intérêt commun, pourquoi les provinces n'y répondraient pas elles-mêmes? Mais c'est l'attitude de Big Brother, du grand frère, de penser que le gouvernement fédéral doit répondre à tout. Monsieur, et il y a le Conseil de la Fédération, d'ailleurs, Monsieur Stephen Samis. Très bien. Question pour le professeur DiMatteo. On montre que les dépenses de santé n'ont pas augmenté. Il n'y a aucune raison historique que les dépenses de santé ne soient pas viables. Plus nous sommes riches, plus nous dépensons pour certains services, y compris la santé. Ce n'est pas un problème si c'est un choix de société. Qu'en pensez-vous? Monsieur Livio DiMatteo, au sens large, oui, votre système de santé est aussi viable que vous le souhaitez. Si une société décide collectivement qu'elle veut dépenser 20% de son PIB pour la santé, eh bien, nous ne pouvons pas contester cela. Mais il faut quand même finir par payer. On ne peut pas dépenser 20% de son PIB en santé, mais aussi vouloir dépenser 20% du PIB pour tout le reste. En définitive, il faut faire des choix. En définitive, c'est politique.
une société doit décider où elle veut investir ses ressources. Tant que si les gens veulent dépenser plus en santé, d'accord, mais il en reste moins pour d'autres secteurs. Je ne suis pas d'accord que la santé a augmenté aux dépens d'autres secteurs. On pourrait considérer que on aurait pu dépenser plus si les revenus avaient augmenté, mais si les recettes avaient augmenté, mais il faudrait alourdir les impôts. Bon, les gens sont ambigus. Il faudrait que l'État dépense plus pour les biens publics, mais en revanche, il réclame des réductions d'impôts. Or, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Monsieur Don Drummond, ne remontons pas 20 ans, remontons à 98. 98, c'est une année intéressante parce que c'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral et la plupart des provinces sont revenus à l'équilibre budgétaire et cela a inauguré une période d'immenses dépenses, d'énormes dépenses. Les gouvernements ont augmenté leurs dépenses totales à l'exclusion de l'intérêt sur la dette publique. Les dépenses d'éducation, de santé, etc. ont augmenté de 6%, certaines plus lentement, d'autres plus rapidement, mais la moyenne était d'environ 6%, avec une concentration au niveau du gouvernement fédéral. La santé est légèrement plus élevée. Donc oui, il est vrai que la santé n'a pas augmenté aux dépens de l'éducation, mais en Ontario, tout augmentait à raison de 6%, l'éducation et tout le reste. Mais voilà, et dans les scénarios du professeur Dumateau et dans le mien, la dynamique change dans l'avenir. La raison pour laquelle les dépenses ont augmenté de 6%, c'est que les revenus arrivaient très rapidement. Et si j'ai raison et que la croissance des recettes de l'État dans la plupart des provinces se montait à seulement 4%, et j'ajouterai la réponse du professeur Dumateau quant aux provinces de l'Atlantique qui ont des problèmes particuliers. Prenez une province comme le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse où la population active diminue, la croissance durable du revenu des recettes ne pourrait se situer qu'à 2 ou 3%. Alors on ne peut pas avoir des augmentations de 6 à 7% de la santé parce qu'il faudrait comprimer tout le reste de façon tellement dure. Or, nous sommes dans une ère basée sur la connaissance. Il faut dépenser de l'argent en éducation, primaire, secondaire, postsecondaire. Les gens veulent la santé, mais ils veulent également des parcs, ils veulent la protection policière, etc. Donc, je ne sais pas sur 20 ans, parce que sur 20 ans, cela a augmenté, c'est sûr, mais il y a eu une période pendant les 10 ans où on ne pourrait vraiment pas, on n'aurait vraiment pas pu dire que les dépenses de santé ont augmenté aux dépens des autres, mais c'est parce que tout augmentait. Je pense que les gouvernements ne pourront avec réalisme intervenir. Monsieur Livio Di Matteo. L'autre période c'est que depuis 1980, l'autre point relatif à la période de 98, c'est qu'elle est unique. Il y avait des budgets équilibrés, un dividende budgétaire grâce à la lutte contre le déficit. Et ça a été appliqué à d'autres programmes, mais la santé n'en a pas tiré une augmentation durable. On ne peut pas supposer que les taux d'intérêt vont rester aussi bas. Les déficits auront commencé de se creuser depuis quelques années. Monsieur Stephen Samis, une autre question pour l'un ou l'autre d'entre vous. Est-ce que la notion de la discipline budgétaire peut s'accompagner de lois? C'est-à-dire, est-ce que les gouvernements pourraient établir des objectifs en matière de dépenses de santé au fil du temps, comme la Banque du Canada le fait pour l'inflation, surtout puisque le gouvernement fédéral a établi des cibles pour les transferts budgétaires aux provinces? Est-ce que cela faciliterait la discipline? Monsieur Don Drummond, absolument pas. Ces objectifs ont un échec total partout. C'est comme en politique, on fait ce qu'on veut et si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas et je ne sais quelle petite loi va ne pas vous empêcher. Le gouvernement américain se heurte constamment à son plafond de dette et ce qui me fascine, c'est que chaque fois qu'il le heurte, on est inondé d'articles en disant le gouvernement américain va être paralysé. Oui, mais ils ont heurté le plafond 26 fois depuis 80 et ils ont relevé le plafond et ils vont le relever. Dans les années 80, on a commencé par la loi Graham, mais c'était la loi Graham-Redmond Hall. C'était toujours la même loi. Chaque loi qu'il proposait, chaque fois qu'il heurtait le plafond du déficit, il le changeait. Rappelez-vous, dans l'Union européenne, le principe original était que vous ne pouviez pas entrer dans l'euro si votre déficit était supérieur à 3% du PIB et le ratio d'endettement supérieur à 68%. Oui, mais presque tous les pays ne seraient pas admissibles. Il suffit de changer les règles et le tour est joué.
dans le gouvernement fédéral, quand ils sont parvenus très rapidement à l'équilibre budgétaire, s'ils avaient adopté une loi, ils n'auraient fait que la changer plus tard. Nous avons beaucoup de chance au Canada, nous bénéficions d'une démocratie. Il y a eu une période au début des années 90 où les gouvernements ont agi. C'était fascinant. Selon la province où vous étiez, la Saskatchewan a commencé plus tôt et d'autres l'ont fait plus tard. Mais il y a une période d'environ 4 ans au Canada dans les années 90 où il y avait un impératif politique de lutter contre le déficit. Sinon, vous n'étiez pas réélu. Une dernière chose, ce que je dirais, tout le monde pense que la discipline budgétaire est un désastre politique. Tous les gouvernements de Romanov, Harris, Klein, McKenna, Nouveau-Brunswick, Chrétien, gouvernement fédéral, tous ceux qui ont instauré des mesures d'austérité ont été réélus avec une grosse majorité à la fin de cet exercice. Donc ce n'est pas fatal politiquement, loin de là. Monsieur Livio Di Matteo. En matière de politique, les règles sont faites pour être enfreintes. Monsieur Stephen Sammis. Question pour Don Drummond. Vous avez dit que les services à domicile, services de santé à domicile ou les soins à domicile sont une réponse aux besoins de santé de la population, mais les recherches du Dr. Nora Keating montrent que les services à domicile au Canada sont souvent inadéquats. Alors, est-ce que la viabilité financière s'obtient en faisant supporter le fardeau des soins aux aînés à des particuliers, souvent plus particulièrement à des femmes? Monsieur Dorneman, le fardeau, ça me gêne parce que ce n'est pas un fardeau. C'est la qualité des soins qui compte. Il ne s'agit pas de simplement faire supporter des dépenses à quelqu'un. Nous sommes une société démocratique. Vous devriez tenir compte de ce que veulent les gens. Les gens veulent de très très loin. La plupart des gens veulent s'occuper de chez eux. Veulent que l'on s'occupe de chez eux. Une personne qui a 85 ans, qui a toujours vécu chez elle, qui veut continuer de vivre chez elle et qui constate qu'elle ne peut plus gravir les marches de son perron, ne veut pas être transférer quelqu'un. Elle préférerait qu'on installe un plan incliné. Si elle a besoin d'assistance avec ses repas ou qu'elle ne peut plus tourner sa pelouse, elle préférerait que quelqu'un s'en occupe. Et bon, un économiste dirait c'est très bien, et c'est beaucoup moins cher. On peut construire beaucoup de plans inclinés et faire tondre beaucoup de pelouses. Comme vous le voyez, dans les administrations des anciens combattants au Canada et aux États-Unis, économiser beaucoup d'argent et avoir un meilleur résultat au niveau de la qualité des soins. Il ne s'agit pas d'un fardeau que l'on transfère des personnes âgées, non, nullement. Mais je ne considère pas cela comme un fardeau. Une question de fardeau. Bien sûr, il faut avoir un soutien de revenus qui accompagne ce transfert, mais les sommes en question sont importantes. C'est ça le dénominateur commun. On parle de 1% de la population en Ontario qui représente 49% des hospitalisations. Nous avons fait le calcul. Il y a des gens qui visitent régulièrement les services de santé pour les sans-abri. Le coût moyen de leur santé, paiement d'assistance sociale, système de justice, se situe à 200 000 $ par an. Imaginez les autres solutions possibles, les soins qui pourraient être dispensés, mieux dispensés, s'ils étaient dispensés plus précocement. Même chose pour les personnes âgées. C'est très coûteux de les prendre en charge dans un milieu hautement institutionnalisé. Vous pourriez faire beaucoup, vous pourriez économiser beaucoup d'argent les prenant en charge bien différemment. Monsieur Stephen Sammis. Et professeur Di Matteo, ce genre de choix politiques, dans quelle mesure sont-ils pris en compte dans le genre de scénario que vous avez modélisé? Professeur Livio Di Matteo, eh bien, mes scénarios sont à partir de données agrégées. Il y a une approche macroéconomique de durabilité, une approche microéconomique qui comporte beaucoup d'innovations en matière de programmes. Alors donc je devrais dire que je n'ai pas approfondi chaque catégorie, mais je voudrais ajouter que toute la notion de la réforme, du changement transformatif, etc., je pense que c'est important, mais il faut faire attention parce que dans un sens, les changements eux-mêmes ne sont pas ont un coût. Il y a des coûts de coordination, des coûts de transition. Il va falloir dépenser de l'argent pour mettre en œuvre bon nombre de ces réformes. Il faut de l'optimisme pour mettre ces changements en œuvre, mais
chose qui pourrait entraver le changement et faire perdurer le statu quo, c'est que il y a tellement de choses à faire, on pourrait entamer des réformes dans une multiplicité de secteurs et vouloir trop en faire. Les gouvernements doivent prendre des décisions basées sur des données objectives, établir des priorités et décider quelles sont les deux réformes. Est-ce qu'on va réformer d'abord le système de soins à domicile? Est-ce qu'on va mettre en œuvre les technologies de l'information? Mais il va falloir choisir des priorités en fonction des données probantes, décider où les avantages se situeront et puis en tenir compte de façon séquentielle. Si l'on se rabat sur un trop grand nombre de fronts, on va rapidement se trouver face à une opposition et les gouvernements perdront courage. Monsieur Donnerman, ce que toute cette notion exige, c'est une différenciation très marquée des budgets de santé. Je donne constamment des exemples en Ontario, mais ayant étudié cette province avec soin, je connais bien ces chiffres. Dans leur budget, ils ont dit que les dépenses de santé vont augmenter de 2,5% d'ici 5 ans. Il n'y a pratiquement aucun secteur qui augmentera de 5%. Les soins communautaires et les soins à domicile devraient augmenter beaucoup plus rapidement et les dépenses hospitalières doivent augmenter beaucoup moins rapidement. Dans les détails du budget d'Ontario en 2011, c'était le contraire. Le budget hospitalier augmentait plus rapidement que le budget de soins communautaires. Ça n'aurait eu absolument aucun bon sens, mais c'est une décision difficile et bon, les hôpitaux se fâchent. Mais c'est intéressant parce que quand nous avions rédigé le rapport de la Commission, quand on a attiré votre attention sur le fait que dans le budget antérieur de 2011, le budget hospitalier augmentait plus rapidement que le budget communautaire, c'était le directeur de l'Association de santé de l'Ontario. Il m'a dit que cette idée était absurde. J'ai dit, mais votre groupe que vous représentez, vous dites que votre groupe devrait avoir une augmentation moins élevée. Monsieur Stephen Samis. À la conférence des centres de santé de l'Ontario, le ministre Matthews a déclaré que les budgets hospitaliers augmenteraient de 0%, que les budgets communautaires augmenteraient de 4% chaque année d'ici 3 ans. Bon, j'ai une question pour Monsieur Drummond. Les travailleurs en première ligne ont souvent d'excellentes idées de réforme. Est-ce qu'ils sont pris en compte régulièrement, Monsieur? En fait, non, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de consultations. Beaucoup d'associations de partout m'ont demandé, de pharmacies, de compagnies pharmaceutiques, d'hôpitaux, de médecins, d'équipes de santé familiale veulent me communiquer leurs idées et je dois leur dire ouvertement, je ne participe plus au processus. Les gens veulent avoir des contacts, ils ont des recommandations, des réactions aux recommandations que j'ai formulées, ils ont leurs propres idées, ils n'ont pas d'exutoire. Alors donc, c'est fascinant. Dans les 11 ans que j'étais à la Banque Toronto-Dominion, on ne voulait pas que les gens qui s'occupaient de l'administration adoptent des méthodes déficientes. Bon, dans un sens, oui, il faut éviter qu'une seule personne ne puisse faire faillite à toute l'organisation, mais assez souvent, les grandes idées, les meilleures idées proviennent de l'intérieur. Une étude qui m'a intrigué dans le rapport de la Commission de l'Ontario, c'est un centre de santé à Seattle qui avait procédé à un sondage auprès de toutes les personnes qui travaillaient dans le secteur de santé, depuis les chirurgiens jusqu'aux personnes qui nettoyaient les sols. Le tiers de leur temps était consacré à chercher des choses. Moi, j'ai trouvé que c'était fascinant. Donc, le chirurgien ne peut pas trouver son instrument approprié. La personne qui doit nettoyer le sol ne peut pas trouve le seau mais pas la serpillière. Donc, les gens qui font le travail savent comment structurer le travail pour réduire la durée et augmenter l'efficacité, alors qu'un fonctionnaire dans un ministère dans la capitale provinciale n'a aucune idée. Monsieur Stephen Samis. Bon. Il s'agit d'une question globale, Don. Votre rapport comportait 305 dans le secteur des services de santé. Bon, cette question nous dit quelles sont les 2 ou 3 réformes qui seraient en priorité. Monsieur Donnerman, non, je ne veux pas adopter cette approche. C'est pas comme un buffet où il faut choisir. Je n'ai pas été assez malin pour trouver comment
sortir de la situation budgétaire de l'Ontario en oubliant certaines de mes recommandations. Dans le système d'éducation, j'ai dit vous n'avez pas les moyens d'avoir la maternelle pour la journée, toute la journée en ce moment. Ils disent nous allons le faire, oui. J'ai dit bon d'accord, vous allez rater la cible que vous m'avez donnée d'1,5 milliard de dollars. Il faut que vous trouviez autre chose. Même chose dans la santé. Dans une approche systémique, je suis sûr qu'on pourrait renoncer à certaines recommandations, mais je pense qu'on ne pourrait pas en renoncer à beaucoup sans les remplacer par d'autres. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le professeur Dibatou. Il y a tellement de choses à changer. Peut-être qu'il faut instaurer les recommandations progressivement. Mais la leçon que nous avons tirée des gouvernements dans les années 90, les gouvernements qui ont réussi au niveau budgétaire, ils ont pris des mesures polyvalentes générales. Et c'est nécessaire politiquement parce que si vous ne choisissez qu'un sous-ensemble de mesures, eh bien, les premières cibles de vos mesures se sentent persécutées. C'est peut-être pas la situation idéale, mais fâcher tout le monde sur un pied d'égalité, bon, du moment que certains ne sont pas plus fâchés que d'autres, après tout, ça peut marcher. Donc, dans le secteur de la santé, il faut vraiment soit instaurer les 105 recommandations telles que précisées, ou certaines au moins, la plupart au moins. Monsieur Steven Samuel, ce sera intéressant de voir dans quelle mesure ces 105 recommandations seront mises en œuvre, surtout au fur et à mesure que nous abordons les entretiens sur la politique en santé. Bon, enfin, parce que vous en avez parlé dans Drummond dans le cours de votre présentation, le recours à la technologie, l'imagerie diagnostique, etc. Et récemment, le gouvernement de l'Ontario a abordé les barèmes d'honoraires dans ces spécialités. Alors la question, quel est votre avis sur l'augmentation rapide de l'emploi des technologies comme les tests diagnostiques dans l'augmentation des dépenses de santé? Monsieur, dans le domaine nécessaire, comme Livio Di Matteo le disait, vous avez votre population, vous avez le facteur d'intensité, la croissance démographique. Bon, puis il y a la technologie au niveau des facteurs d'usage. La technologie, c'est merveilleux. Quelqu'un qui arrive mal à marcher, il y a des prothèses de genoux, des prothèses bientôt des prothèses de la hanche. Ça améliore la qualité de vie, mais c'est très coûteux. Il y a d'autres choses qui améliorent la qualité de vie qui sont très coûteuses. Alors donc, il faut prendre garde à l'utilisation de la technologie, d'une technologie qui soit efficace et efficiente. Nous faisons beaucoup de tests diagnostiques. Il y a eu beaucoup de profils. Certains récemment, par exemple, la vitamine C au Canada, en Ontario, qui a été retirée du formulaire. CIHI a constaté que certaines interventions pour l'arthrose ne donnent pas de résultats. Dans l'émission House, le Dr House aurait dépensé sans doute $10,000 de diagnostic chaque semaine. Tous les tests ne sont pas diagnostiques. Bien souvent, une simple radiographie suffit. Mais si vous prenez une radiographie, au moins qu'elle soit portable. Je voulais faire transférer une radiographie d'Ottawa à Toronto. Ce n'est pas nécessaire, mais je ne devrais pas le dire parce que ça aurait été peut-être un gaspillage des dépenses de santé. Mais finalement, je suis revenu à l'hôpital. Je l'ai fait copier sur un CD, je l'ai livré moi-même. Il n'y avait sinon aucun moyen de transférer la radiographie. Au moins j'ai pu avoir le CD, sinon je serais reparti avec le négatif. Alors pour en revenir à la Colombie-Britannique et à la carte intelligente, vous êtes infirmier, vous avez une personne inconsciente, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de savoir à quoi cette personne est allergique, quel est son groupe sanguin, quel médicament il prend? Tout est possible. C'est sur ma carte de crédit. L'équivalent se situe sur ma carte de crédit et ça depuis 20 ans. Je suis sûr qu'on pourrait inclure ça. Je ne connais personne qui a une expérience aussi proche de la situation. Le médicament, le patient montre 15 médicaments à son nouveau médecin. Le médecin constate que 8 d'entre eux ont été prescrits pour contrer les effets secondaires d'autres médicaments.
Si vous prenez plus de 8 médicaments, il y a 100% de chances d'avoir un événement indésirable, mais personne ne le sait. Donc encore une fois, bon, je sais que je me répète, mais ce qui augmente le coût, bien souvent, réduit la qualité. Et ça, c'est un résultat doublement négatif. Monsieur Steven Samis, voilà un excellent mot de la fin pour cette web émission. La question de la viabilité et de l'efficacité dans la santé, mais également toujours la manière de fournir les meilleurs services, des services de meilleure qualité. Qu'est-ce que les patients veulent? De quoi ont-ils besoin? Je regrette de ne pouvoir répondre aux autres questions qui nous sont parvenues aujourd'hui. Je vous remercie leurs auteurs. Nous allons les transmettre à nos conférenciers. Je remercie beaucoup le professeur Olivier Desmatteo, monsieur Don Drummond. Et nous pourrions passer beaucoup plus longtemps qu'une heure à évoquer les thèmes très importants que vous avez tous deux soulevés aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation. Nous espérons que vous serez des nôtres dans 2 semaines pour la dernière séance de la saison lorsque nous évoquerons l'optimisation du rôle du personnel infirmier pour améliorer l'efficacité. Et nous allons entendre le professeur Gina Brown de l'Université McMaster et M. Scott Robertson, chef des services infirmiers des territoires du Nord-Ouest. Et bien entendu, restez à l'écoute pour le retour de notre série d'émissions en septembre. Il s'agira de notre 6e saison. Vous trouverez les détails pour l'inscription, encore une fois, sur le site fcrss.ca. Et nous vous encourageons également à vous inscrire pour notre bulletin électronique afin de rester au courant de cette activité de la Fondation et d'autres. Encore une fois, sur le site, vous allez trouver 2 articles fort intéressants qui ont alimenté notre débat aujourd'hui. Merci pour votre participation et au revoir. Mesdames et messieurs, la téléconférence est terminée. Merci pour votre participation.